Bonjour tout le monde. La troisième unité d'enseignement concerne l'appareil urinaire et le rein. Dans la physiologie rénale, on va voir, comme dans tous les chapitres, premièrement une introduction. Deuxièmement, on va aborder les processus de formation de l'urine. Et on va commencer par la filtration glomérulaire. Ensuite, le transport tubulaire dans sa première partie, c'est-à-dire dans le tube proximal. Le transport tubulaire dans sa deuxième partie, c'est-à-dire dans le l'anse d'un lait, le tube distal et le canal collecteur. On va voir également le bilan du potassium. Et on va terminer par la miction. Dans l'introduction, il faut connaître à la fin les principales fonctions du rein, très important. Deuxièmement, les constituants de l'appareil juxtaglomérulaire, également le rôle de cet appareil. Troisièmement, il faut connaître les déterminants ou bien les facteurs du débit sanguin rénal qui interviennent dans le changement de ce débit sanguin rénal. En dernier lieu, il faut savoir les mécanismes généraux de la formation de l'urine, qu'on va les détailler plus tard dans les séances ou bien dans les prochaines séances. Premièrement, nous allons voir un rappel anatomo-fonctionnel et histologique du rein. On peut dire que l'appareil urinaire comprend les organes produisant l'urine, ce sont les reins, et les voies de conduction qui sont représentées par les urétères, la vessie et l'urètre, comme on va voir dans le schéma. Alors chez l'adulte, chaque rein pèse environ 150 grammes. Il contient à peu près 1 million de néphrons qui constituent l'unité fonctionnelle du rein. Et il faut noter que c'est un organe, ou bien le rein est un organe noble et indispensable à la vie, puisqu'il assure plusieurs fonctions importantes dans l'organisme, comme par exemple l'épuration du plasma, l'épuration des déchets métaboliques essentiellement, comme l'urée, l'acide urique, la créatinine, etc. Donc, il intervient également dans le maintien du pH, c'est-à-dire dans l'équilibre acide-base, par la réabsorption des bicarbonates et la sécrétion de l'oxyde des ions H+, sous plusieurs formes, qu'on va les citer. Également, le maintien du milieu intérieur, c'est-à-dire la volémie, l'osmolarité, la pression artérielle. Et il a également une fonction endocrine importante par la synthèse de l'arénine, qui est une enzyme importante, capitale, dans l'activation du système angiotensine 2 aldostérone, nécessaire pour la régulation du milieu intérieur, l'équilibre hydroélectrolytique et même la pression artérielle. La synthèse et la libération de l'érythropoïétine est une hormone importante pour la synthèse des globules rouges. Les prostaglandines également, qui ont un rôle capital dans les phénomènes vasomoteurs, c'est-à-dire la dilatation et la contraction des vaisseaux. Et enfin, l'activation de la vitamine D sous sa forme inactive. La vitamine D sera activée au niveau du tube proximal pour devenir vitamine D active appelée calcitriol. Également, le rein participe à la néoglucogénèse, c'est-à-dire la synthèse de glucose à partir des substrats non glucidiques, et il présente également une consommation importante d'oxygène qui est de l'ordre de 20 ml minute, qui touche approximativement 8% de la consommation totale, qui est de l'ordre de 250 ml minute.
que vous avez normalement déjà vu l'année passée. Alors, cette consommation d'oxygène est très importante pour les phénomènes de transport tubulaire. Alors, la filtration, qui constitue le premier processus, c'est un phénomène comment? Passif qui ne nécessite pas d'oxygène. Voilà sur ce schéma. Donc, vous voyez bien l'appareil urinaire qui constitue des organes qui produisent les urines, qui sont les reins. Il y a les organes qui conduisent cette urine, qui sont les urétères, la vessie et l'urètre. Alors, sur une coupe frontale du rein, on distingue deux zones. Il y a la médullaire profonde et il y a le cortex périphérique. Sur le schéma, vous voyez bien ici cette médullaire qui est faite de pyramides de Malpighi. Il y a la médullaire externe et il y a la médullaire interne. Donc, c'est la papille, les calices et le bassinet. Alors, il y a là le cortex, ou bien la zone corticale, qui est périphérique et qui est richement vascularisée. Voilà les différentes zones du rein. On passe aux structures du néphron. Donc, on peut dire que le néphron comporte deux entités, un glomérule et un tubule. Le tubule est composé de plusieurs segments. Il y a le tube contourné proximal, l'anse de Henle, le tube contourné distal et le canal collecteur. Voilà sur le schéma. Donc, vous voyez ici le glomérule qui est logé dans la capsule de Bowman pour donner ce qu'on appelle le corpuscule rénal de Malpighi. Il y a ensuite le système tubulaire qui est fait d'un tube proximal, le tube proximal par sa région contournée, ensuite droite, la région, ou bien le tube droit. Ensuite, il y a l'anse de Henle avec les deux branches, la branche descendante fine et la branche ascendante fine, ensuite large. Il y a le tube distal qui se jette dans le canal collecteur. Voilà, donc les canaux collecteurs confluent dans le bassinet au niveau de la papille rénale. Alors, comme on a dit, le glomérule logé dans la capsule de Bowman constitue le corpuscule rénal de Malpighi. Passons maintenant à une entité importante qui est l'appareil juxtaglomérulaire. Donc, elle est constituée de plusieurs éléments. Donc, on voit ici, dans ce schéma, les différents constituants de cet appareil juxtaglomérulaire. Donc, cet appareil est fait de quoi? Il est fait d'un élément vasculaire représenté par les cellules granulaires des artérioles essentiellement afférentes. Et il y a un élément épithélial représenté par les cellules de la macula densa, situé à la partie initiale du tube distal. Et il y a un élément interstitiel représenté par les cellules mésangiales extraglomérulaires, sans oublier les terminaisons nerveuses orthosympathiques. Voilà les constituants de cet appareil. L'appareil juxtaglomérulaire correspond à plusieurs éléments. Voilà, donc elle présente des cellules granulaires des artérioles essentiellement afférentes, mais également efférentes, qui sécrètent l'arénine. Alors, il y a des cellules de la macula densa qui se situent à l'extrémité distale du segment ascendant de l'anse de Henle et qui présentent des osmorécepteurs sensibles à la concentration
de NaCl. Et en dernier lieu, il y a les cellules interstitielles extraglomérulaires, bien mésangiales, qui sont douées d'une activité contractile importante, qui permet d'augmenter ou bien de diminuer le lit de bien, la surface de filtration en particulier. Il y a également de nombreuses terminaisons nerveuses orthosympathiques. Alors le rôle de l'appareil juxtaglomérulaire, c'est quoi? C'est le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique par la sécrétion de l'arénine et qui va activer le système angiotensine 2 aldostérone qui permet la réabsorption de sodium et de l'eau et la sécrétion quoi? La sécrétion du potassium et des ions H+. Voilà grosso modo. Alors on va voir ça dans la partie. On va passer à une notion importante qui est la circulation rénale, puisque c'est elle qui conditionne les processus de formation de l'urine, à savoir la filtration et le transport tubulaire. Premièrement, la vascularisation rénale. L'artère rénale qui prend sa naissance de l'aorte abdominale donne naissance à l'artère interlobaire. Ensuite, il y a l'artère archée qui se divise également pour donner des artères, ou bien l'artère interlobulaire. Cette artère interlobulaire est à l'origine des artérioles afférentes qui donnent lieu aux capillaires glomérulaires. Ces capillaires glomérulaires, responsables de la filtration, se projettent ou bien se prolongent par des artérioles efférentes. Alors ces derniers donnent lieu aux capillaires péritubulaires au niveau du cortex et des capillaires ou bien des vaisseaux rectiliines appelés vasa recta dans la médulla. Voilà le système de vascularisation rénale. On va voir ça sur ce schéma représentatif. Voilà l'artère rénale qui donne lieu à l'artère interlobaire. Ensuite, voilà l'artère interlobaire qui donne lieu à l'artère archée. Ensuite, l'artère archée se divise encore pour donner lieu à l'artère interlobulaire. C'est l'artère interlobulaire qui est l'origine des artérioles afférentes. Voilà ici. L'artériole afférente qui donne par la suite les capillaires glomérulaires responsables de la filtration et qui se prolongent par les artérioles efférentes. Et ensuite, les artérioles efférentes donnent naissance ou bien sont à l'origine des capillaires péritubulaires au niveau du cortex et des vasa recta au niveau médullaire. En ce qui concerne le débit sanguin rénal, ce débit, appelé encore flux sanguin, est de l'ordre de 4 à 5 millilitres minute par gramme de parenchyme bien sûr. Sachant que le poids d'un rein est aux alentours de 150 mg, 150 grammes. Donc ça donne 1200 millilitres minute. Donc, ce qui représente 20 à 25% le débit cardiaque.
Ce débit sanguin, ou bien ce flux sanguin, sert en premier lieu à l'obtention d'un débit de filtration élevé, appelé DFG, débit de filtration glomérulaire, aux alentours de 120 millilitres minute. Bon, si le débit sanguin rénal est aux alentours de 1200 millilitres minute, le flux plasmatique, c'est-à-dire le débit plasmatique, n'est que d'environ 600 à 650 millilitres minute, puisque le volume sanguin total est égal au volume plasmatique plus le volume globulaire. Voilà. Donc c'est pour ça, à partir du volume sanguin ou bien du débit sanguin rénal, on peut déduire quoi? Le débit plasmatique. Le débit sanguin rénal est déterminé par essentiellement la pression artérielle de perfusion, mais également les résistances vasculaires intrarénales. Les résistances essentiellement du système artériolaire, les artérioles afférentes et efférentes. Dans ce schéma, vous voyez bien dans cette représentation, on voit bien là la distribution du débit sanguin rénal dans le cortex et dans la partie médulaire. Dans le cortex, ou bien le débit cortical est aux alentours de 90% du débit sanguin rénal. Alors, la médula, c'est-à-dire le débit qui règne dans les vasa recta, ne constitue que 10%. Donc ici, on voit bien la répartition du débit cardiaque par rapport bien dans les différents organes. On voit bien le débit rénal qui est très important par rapport au débit cérébral ou bien au débit cardiaque. Alors, en matière de poids, le cœur, qui pèse à peu près 350-400 grammes, ou bien le cerveau, qui pèse à peu près 1 kg jusqu'à 1,500, donc sont plus importantes en matière de poids que les reins. Donc, ce qui signifie le rôle important des reins en matière de fonctionnalité. Voilà. Et il faut noter qu'en cas de défaillance circulatoire, par exemple lors d'un état de choc, d'une hémorragie, d'une déshydratation extracellulaire, le débit rénal peut chuter en faveur d'un maintien de la circulation cérébrale et cardiaque. Donc il y a une adaptation du débit sanguin rénal par des mécanismes d'autorégulation et d'une régulation extrinsèque qui permettent quoi? De diminuer ce débit sanguin pour garder un débit de filtration constant. Alors, le reste du débit sanguin est dévié vers le cerveau et le cœur. Bien sûr, dans des situations où il y a une défaillance ou bien un besoin d'un débit sanguin, essentiellement au niveau du cœur et au niveau du cerveau, lors principalement des hémorragies, etc. À propos des pressions et des résistances intrarénales, on peut dire que la pression intravasculaire moyenne est d'environ 100 mm de mercure. Dans les artères de moyen calibre, dans l'artère arquée par exemple, elle est d'environ 60 mm de mercure dans les capillaires glomérulaires et elle n'est que de 20 mm de mercure dans les capillaires péritubulaires. Donc on a dit que la pression est importante dans la détermination du débit de filtration et même du débit sanguin. C'est pour ça ces valeurs ont un intérêt capital, on va le voir. Donc, ceci montre
que les capillaires glomérulaires fonctionnent à un niveau de pression élevé, tandis que les capillaires péritubulaires fonctionnent à un niveau bas. Quel est l'intérêt clinique donc, de cette notion? La valeur importante aux alentours de 60 mm3 de pression qui règne dans les capillaires glomérulaires permet quoi? Permet la filtration et permet de pousser le volume plasmatique vers la capsule de Bowman. Alors, la valeur plus faible de pression qui règne au niveau des capillaires péritubulaires, aux alentours de 20 mm3, elle permet quoi? Bien, elle permet la réabsorption des hydroélectrolytiques et même des substances organiques au niveau des capillaires tubulaires. Donc, vous voyez bien dans cette courbe, là, les différentes pressions qui règnent dans le système vasculaire rénal. Il y a premièrement l'artère rénale, dans laquelle la pression est environ 100 mm3. Alors, au niveau des capillaires glomérulaires, elle touche 60 mm3 et elle permet la filtration, elle est quand même importante. Mais au niveau des capillaires péritubulaires, elle est très faible, elle est d'environ 20 mm3, donc ce qui permet la réabsorption et ce qui permet aux substances hydroélectrolytiques de revenir vers le système sanguin. Alors, il faut noter également que les principales résistances à l'écoulement du sang sont pré- et post-glomérulaires, et ça se voit essentiellement dans les artérioles afférentes et efférentes, pour moduler le débit de filtration et le débit sanguin rénal, en réponse bien sûr aux conditions physiologiques et conditions hémodynamiques. Donc, on a des notes qu'il faut retenir. Premièrement, les capillaires glomérulaires présentent une pression hydrostatique élevée, comme on a vu, qui est responsable de la filtration glomérulaire. Alors, les capillaires péritubulaires présentent une pression hydrostatique faible, mais une pression oncotique, c'est-à-dire liée à la concentration des protéines, très élevée. Donc, une pression oncotique très élevée qui est responsable de la réabsorption tubulaire. Enfin, les capillaires des vases recta présentent une pression osmotique très élevée. Pression osmotique qui est due à la présence des molécules osmotiquement actives, comme le sodium, comme l'urée, etc. Donc, cette pression joue un rôle essentiel dans les mécanismes de concentration dilution de l'urine. Donc, une fois concentrées, les urines, on peut éliminer des urines, voilà, plus ou moins concentrées, selon les conditions physiologiques, selon les conditions climatiques, etc. Donc, c'est à cause de ce mécanisme de concentration-dilution des urines qui se voit dans le système tubulaire distal en particulier. On passe à la régulation du débit sanguin. Il faut dire que grâce à des mécanismes d'autorégulation et même de régulation extrinsèque, le débit sanguin rénal est maintenu constant pour une pression sanguine systémique comprise entre 80 et 180 mm3. Ainsi, le débit de filtration est gardé constant pour le même intervalle de pression. Cette autorégulation, c'est-à-dire la régulation par des mécanismes internes, implique une relation de proportionnalité entre pression de perfusion rénale, c'est-à-dire la pression qui règne dans les capillaires glomérulaires en particulier, et les résistances, voilà, et les résistances vasculaires,
selon la relation de débit égale pression sur résistance. Donc, pour garder un débit sanguin constant, et lorsque l'élévation de la pression systémique, il faut que les résistances s'élèvent en parallèle. Et l'inverse également, c'est juste, c'est-à-dire pour garder toujours un débit sanguin constant, alors la pression systémique baisse lors d'une déshydratation, une hémorragie par exemple. Les résistances doivent également baisser. Donc on va voir une vasodilatation par exemple des artérioles afférentes et efférentes pour diminuer la résistance à l'écoulement. Voilà, vous voyez ici l'intervalle d'autorégulation rénale qui se voit pour une pression pression systémique entre 80 et 180 mm3, c'est-à-dire lorsqu'il y a changement de pression systémique, c'est-à-dire systolique, entre 80 et 180 mm3, il y a toujours des mécanismes d'adaptation locaux qui permettent de garder un débit de filtration rénale normal et un débit sanguin rénal constant égal. Pour lutter contre, par exemple, les problèmes de délégation, les délégations rénales, donc qui ont un retentissement sur les capacités de réabsorption et de sécrétion. Donc, va aboutir par exemple, à l'accumulation des substances toxiques, etc. Ou bien à la perte des substances vitales, comme le glucose, comme les acides aminés, comme les substances électrolytiques, le calcium, etc. Principalement le potassium. Alors ici, c'est-à-dire pour une pression au-dessous de 80 mm3 ou bien au-dessus de 180, donc il y a l'intervention en plus de les mécanismes extra-rénaux, donc qui permet de garder constant le débit sanguin et le débit de filtration glomérulaire. On va terminer par les mécanismes généraux de la formation de l'urine. Donc, pour les mécanismes ou bien les processus de la formation, il y a en principe, premièrement, la filtration glomérulaire. Il y a les mécanismes de réabsorption et de sécrétion tubulaire. Et il y a enfin l'excrétion tubulaire. La filtration, c'est la filtration du plasma des capillaires glomérulaires vers la capsule de Bowman. Alors, la réabsorption tubulaire, c'est un processus de transport qui se voit dans le système tubulaire. Et c'est quoi? C'est la réabsorption de certaines substances de la lumière tubulaire vers les capillaires péritubulaires. La sécrétion, c'est l'inverse. C'est le transport de substances des capillaires vers la cellule, vers la lumière tubulaire. Et le dernier processus, c'est l'excrétion, ou bien appelé encore l'élimination. Et c'est l'élimination des substances hors de l'organisme, c'est-à-dire dans le système de conduction, les urétères, la vessie et l'urètre. Voilà les quatre processus. Il y a premièrement la filtration, il y a la réabsorption, la sécrétion et l'excrétion. Concernant les caractéristiques de l'urine définitive, c'est une solution aqueuse, bien sûr, de substances ou bien constituée de substances minérales et organiques. Alors, le débit normal est d'environ 1500 ml par jour, soit environ 1 ml minute, dans les conditions physiologiques, bien sûr, et dans les conditions climatiques normales. Ce débit est constitué d'une diurèse obligatoire, qui est de l'ordre de 500 ml 24 heures, qui ne dépend pas des conditions climatiques, physiologiques. Donc,
il est nécessaire, il est obligatoire d'éliminer au moins 500 millilitres 24 heures chez une personne, ou bien chez une personne, chez une personne normale. Alors, la part facultative est différente, donc elle diffère selon les conditions climatiques, les conditions physiologiques, etc. Elle est aux alentours de 1000 millilitres jour. On parle d'oligurie si la diurèse est inférieure ou égale à 600 millilitres 24 heures. Alors, l'anurie à partir de 100 millilitres 24 heures et une polyurie définie par un volume urinaire supérieur ou égal à 2500 millilitres par jour. Alors, il faut noter également que l'oligurie et la polyurie peuvent être physiologiques, c'est-à-dire en rapport aux conditions d'hydratation, conditions climatiques, etc. L'osmolarité urinaire également change énormément, donc selon les conditions d'hydratation, les conditions physiologiques, hormonales, etc. Donc ici, l'osmolarité urinaire peut aller de 50 milliosmoles jusqu'au combien? Jusqu'au 1200 milliosmoles. Même pour le pH, donc le pH urinaire également change énormément. Donc l'intervalle du pH urinaire varie entre 4,5 jusqu'à 8. Mais généralement, ce sont des urines acides aux alentours de 5-6. Voilà. Alors, les différentes constituants des urines, on note essentiellement le sodium, le potassium, mais également il y a des substances organiques comme la créatinine, qui est un déchet métabolique de la créatine musculaire. Il y a également quand même quelques protéines. Alors, le glucose est absent normalement dans les urines d'un sujet normal. Et je vous remercie.